Merci Roberto et bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette 10e édition de Claire, voir l'éducation autrement. Donc, maintenant, je vous présente notre conférencier d'ouverture. Originaire de Claire, il a arpenté les couloirs de l'école régionale de Claire, pas le centre d'apprentissage du Madawaska, mais l'ancêtre, si je peux dire, avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires de la Cité des Jeunes à Emsormany d'Edmundston en 1997. Détenteur du baccalauréat multidisciplinaire Histoire, littérature et philosophie du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton, il détient la maîtrise en philosophie de l'Université de Poitiers et le doctorat en philosophie de l'Université Laval. Professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton depuis 2005, il y enseigne notamment les cours apprentissage et enseignement, fondements de l'éducation et éducation à la citoyenneté. Ses intérêts de recherche portent sur la philosophie de l'éducation à la citoyenneté, le développement de la pensée critique et la philosophie pour enfants. Il a aussi été chroniqueur sur le thème de l'éducation au journal L'Acadie Nouvelle de 2014 à 2017. C'est avec plaisir que je vous présente Mathieu Land. Ah, OK. C'est spécial de retourner dans son vieux gymnase. Je suis allé à l'autre école, mais c'était mon gymnase. Puis en arrivant, je disais à Joey, là où il y a le drapeau du Canada, c'est du contreplaqué. Je ne sais pas si j'ai pris quelque chose. C'est du contreplaqué, c'est parce que le professeur d'éducation physique, Patrick Long, était à peu près dans ce bout-là du gymnase, puis c'était un colosse, Patrick. Il a lancé un disque, il a lancé du disque, il fait une démonstration, il aurait pu tuer quelqu'un. Ça a passé à travers, il y avait une espèce de grosse vitre globe. Demain, quand vous serez dehors, vous allez voir en haut de la vieille section. Puis en tout cas, ça, c'est des souvenirs du passé. Parlant de souvenirs du passé, je ne sais pas préparer ce que je vais dire tout de suite. Je vais prendre quelques minutes. Puis ceux à qui j'ai déjà enseigné, vous savez quelques minutes, qu'est-ce que ça veut dire. Je regardais les élèves être sur scène, jouer de la fanfare, bénévoles probablement. Demain, ils vont côtoyer, vous, des enseignants, des experts, des enseignantes, des experts, experts de partout dans le monde, dans le fait. C'est ça, une école. Puis, je trouve qu'on est souvent très sévère à l'égard des écoles. En 2018 ou 2019 plutôt, on va dire « c'est pas comme c'était avant, les jeunes, ils apprennent moins, ils sont moins bons en ci, ils sont moins bons en ça ». Ben, peut-être qu'aujourd'hui, si je suis devant vous sur scène, c'est parce qu'il y a eu une école, mon école primaire, dans une communauté qui m'a laissé prendre des chances, qui, pas trop loin, à côté, il y a une salle de spectacle qui m'a fait parler devant des foules. Une foule de personnes qui sont de la famille, ça reste une foule, ça reste une première expérience. Et même si on se compare dans les bulletins du ministère, puis on n'est pas la meilleure école de la province ou du pays ou du monde, ça reste que c'est notre première école, c'est notre première expérience. Puis j'ai jamais hésité à dire que je venais de Claire, et j'ai jamais hésité aussi à dire que mon premier baccalauréat, c'était à Edmundston que je l'ai fait. Mon premier contact avec les études universitaires, ça restera et ça restera toujours le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Et ça, on oublie à quel point ça a une marque, ça laisse une marque dans la vie de chaque personne, de chacun d'entre nous. Vous pouvez probablement faire la même chose et penser à vos expériences, les premiers pas que vous avez faits. Déjà, c'est grâce à ces enseignantes et enseignants, cette communauté qui vous a accompagné. Donc là, je sors pour être branché. Je sors mon appareil et j'ai été invité à faire cette présentation au cours de l'été juin par Roberto. Puis j'ai dit, t'es sûr? Technopédagogie, philosophie? Il me dit, tu pourrais discuter de l'accompagnement de la place de l'humain dans la pédagogie au sens large.
là où l'éducation devrait aller au cours des prochaines années. Là, je me suis dit, bon, pour Roberto, un philosophe, ça lit dans le futur. Pas vraiment. En fait, si vous avez fait de la philosophie, vous avez probablement retourné. Si ce n'est pas 2000 ans, ce n'est pas de la bonne philosophie. Je n'ai pas hésité à une seconde, à part, évidemment, s'il acceptait qu'un philosophe vienne. Mais aussitôt qu'il a dit « oui, oui, c'est correct », je n'ai pas hésité une seconde. Bâtir l'avenir sur ses meilleures terres, quand la foi et l'éducation peut sauver le monde. L'école, elle est construite dans le champ de foin de mon grand-père. Lui qui est au centre, c'est Antonio, puis elle qui tient les chevaux à gauche, c'est ma grand-mère Marie. Puis c'est pas trop loin, là, à une distance de lancer du disque de Patrick Long, à peu près, dans ce coin-là. Ça, c'est en 1930. Et dans la fin des années 70, j'ai le pressentiment qu'Antonio, mon grand-père, n'a pas hésité une seconde à donner sa meilleure terre, parce que juste à côté, il y a un marais. Là. Il aurait pu donner le marais. Là. Il aurait pu dire, oui, prenez ça, ça ne sert à rien. Il a donné sa meilleure terre pour qu'on construise une école. Je vais faire un retour dans le temps pour que vous compreniez un petit peu d'où j'arrive avec ma façon de voir l'éducation. Vous avez peut-être déjà vu Platon qui pointe le ciel, qui pointe les idées, le monde des idées. Pour Platon, l'éducation, c'était ce qui permettait d'avoir accès à la vérité. Évidemment, la vérité, si on parle à un certain président d'un pays, c'est relatif, mais c'était la recherche de la vérité et de la vertu. La vertu, c'est ce qu'on pourrait appeler au sens platonicien, là, l'accord entre l'idée et l'action. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Et ça, c'est apprendre à vivre, c'est apprendre à vivre de la façon bonne. Il répondait à la question, dans le fond, comment on fait pour vivre bien? Puis il disait, c'est en cherchant cette connaissance-là. On fait un petit saut, Jean-Jacques Rousseau, à la fin au début de la Renaissance, on est dans les années 1700 quelques. Pour lui, l'éducation, c'est ce qui permet, en fait, c'est lui qui disait, l'enfant naît, du verbe naître, naît bon, c'est la société qui le corrompt. Et le but de l'éducation, pour lui, c'est de ne pas être corrompu, de rester humain, de ne pas prendre des désirs qui seraient autres que ce dont on a besoin. Donc, il parle que l'enfant, il dit en fait que l'enfant est une fin et non un moyen. Quand on regarde les classements des écoles, puis qu'on est seulement focusé sur le classement et on veut que les élèves fassent mieux pour améliorer le classement, à ce moment-là, l'élève n'est plus une finalité. Il est un moyen pour réaliser une fin, c'est-à-dire avoir le premier rang au classement. Ceux qui connaissent Rousseau, vous savez que sa vie n'était pas parfaite, mais cette idée-là, je la retiens quand même parce que je la trouve drôlement intéressante. Une autre influence importante dans ma vie, c'est John Dewey. Donc, jusqu'à date, on a quoi? On a Platon qui dit « éduquer, c'est d'apprendre à regarder dans la bonne direction. C'est chercher pour les bonnes choses, c'est chercher pour la vérité. » On a Rousseau qui dit « oui, puis la bonne chose, dans le fond, c'est soi-même, c'est la nature humaine. » Aujourd'hui, dans le langage contemporain, on dirait développer le plein potentiel de chaque enfant. Et Rousseau a anticipé sur les stades de développement. Là. Vous connaissez Piaget, les stades de développement. Rousseau avait déjà commencé à dire, l'enfant qui naît, là, il est parfaitement... On n'a qu'à satisfaire ses besoins. Puis après ça, jusqu'à l'âge de l'adulte, on a juste à lui montrer comment lui-même devenir autonome. Puis on aura réussi. Le reste, la pédagogie, tout ça, si on garde ce principe-là, on va savoir quoi faire. On a John Dewey, lui, qui dit, comment on fait ça? Avec ces 4 mots-clés-là. L'éducation, c'est une expérience. Une expérience de quoi? Une expérience de recherche. Recherche de quoi? De ce qui nous fait croître
de ce qui nous permet justement, encore en jargon contemporain, d'atteindre notre plein potentiel. Parce qu'on vit dans une sorte de continuité. Il est de son temps. Hein. Charles Darwin, c'est un contemporain. Lui, Dewey, c'est 1850, la naissance. Darwin, la théorie de l'évolution, là, c'était à peu près les années 1860. Corrigez-moi pas, là, mais c'était autour de ça. Donc, il y a comme cette continuité-là. Et il disait déjà, à la fin des années 1800, début des années 1900, qu'un apprentissage mène au suivant, qui est la base pour le prochain apprentissage. Et s'il y a un disconnect, bien, il y a un problème d'expérience. L'élève aura un problème au niveau de son expérience parce qu'il ne verra pas le lien, le fil conducteur du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de... Il faut que l'élève comprenne le sens. Puis le sens, souvent, on va le référer à... C'est ce qui va être utile. Il faut qu'il voit l'utilité de ce qu'il apprend. Tout n'est pas utile dans la vie. Mes filles qui vont peut-être me regarder, là, pardonnez-moi, mais des enfants, par exemple, ce n'est pas nécessairement utile. Surtout au début, hein, ça nous empêche de dormir. Ça coûte une fortune. Ça ne remplit pas nécessairement le lave-vaisselle sans qu'on leur demande. Mais par contre, je suis sûr, pour tous ceux et celles qui avaient des enfants, c'est tout le sens. Enlevez vos enfants, votre vie perd une partie de son sens. Fait que le sens, ce n'est pas nécessairement l'utilité. Ça peut être mille et une choses, mais pas nécessairement l'utilité. L'apprentissage, l'expérience éducative peut avoir de plusieurs sens. Venir sur scène chanter, venir sur scène, la présidente du conseil des élèves, faire un beau discours, ça va peut-être pas faire de ces élèves-là des chanteurs professionnels ou des politiciens ou des professeurs ou des enseignants, mais ça a du sens. C'est leur croissance. C'est un de leurs multiples potentiels. Et John Dewey, lui, processus de renouvellement des différents sens de l'expérience, c'est ce dont il parle. L'éducation, c'est ce qui permet d'avoir ou de découvrir les multiples sens. Puis ce qui est beau avec ça, comme enseignant, comme prof, on n'a pas besoin de savoir le sens. L'élève, lui, va lui donner le sens, son sens, à partir de son expérience antérieure, à partir de ses expériences, à lui ou à elle. C'est cette personne-là qui va trouver le sens, puis qui va dire « Ah, tiens, ça me permet de me découvrir. » Des fois, ce n'est pas conscient, là. Mais « Ah, j'aime ça, je suis à l'aise à faire ça. Je suis moins à l'aise avec ça, mais je veux absolument le faire, donc je vais travailler là-dessus. » Et ça, c'est un sens comme dans le sens de direction. Ça donne une direction à l'apprentissage, ou à mon développement, ou à ce plein potentiel-là dont on parle. Le dernier philosophe dont je vais vous parler, Matthew Lipman, là, il est décédé en 2010, c'est le père fondateur de la philosophie pour enfants. Il est un disciple de John Dewey. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale et le seul livre qu'il a apporté avec lui, c'est le livre « Démocratie et éducation » de John Dewey. Et tout ce concept d'expérience, il l'a intégré dans le programme de philosophie pour enfants parce qu'il s'est dit, si la philosophie a quelque chose à contribuer à l'école, et plein de philosophes, même on a eu un café philosophique sur le thème de la philosophie pour enfants, et même mes collègues philosophes à l'Université de Moncton n'étaient pas convaincus que les enfants étaient prêts à faire de la philosophie. Mais Lipman, lui, au contraire, il dit, les enfants sont au contraire prêts, non seulement prêts à faire de la philosophie, pas nécessairement à apprendre la philosophie, mais à faire de la philosophie parce qu'ils sont, dans le fond, philosophes. Puis pas juste parce qu'ils posent la question « pourquoi ?», mais parce qu'ils sont en quête de sens. Nous autres, on oublie, là, on oublie ça rapidement, que les choses ne font pas de sens en naissant. On le découvre. Un enfant qui, très tôt, là, mettons à position assise, 6-7 mois, là, si on prenait une brique puis elle partait vers le plafond, il ne ferait pas « Oh, c'est de la magie ». Parce que ça pourrait tout à fait être naturel, ça pourrait...
Il n'y a pas de mystère dans ça. Puis ce qui est mystérieux, c'est que ça tombe toujours. Chaise haute, les pois, les carottes, les frites, Mais donc, il y a cette expérience-là, reprise, et le sens, et on découvre. Évidemment, on découvre la nature, on découvre les textures, on découvre les saveurs, on découvre les profondeurs, le caractère trois-dimensionnel. On a eu des jumelles, on a fait de la physio avec elles au début parce qu'elles étaient prématurées, rien de grave, là. Et on parle de plusieurs années, avant le colloque. Avant le premier colloque. Et la physio disait que dans le domaine de la physiothérapie, on remarquait de plus en plus des troubles de concentration des élèves par le fait qu'ils n'avaient pas marché à quatre pattes. Parce qu'à quatre pattes, tu le vis, la distance. Tu renforces le haut de ton corps. Tu vois les profondeurs. Et ça fait que tu as tout un développement au niveau du cerveau qui encourage, qui développe, non seulement physiquement, là, le haut du corps, donc tu peux être assis plus longtemps, plus confortablement, mais aussi au niveau de la perception de l'écrit, des objets, des couleurs, compréhension. On oublie, mais toutes ces expériences-là favorisent et contribuent à l'apprentissage des enfants. Donc là, je me suis éloigné de Lippmann. Là. Je vois les étudiants là-bas, ils sourient. Lippmann nous dit « Prendre soin de toutes les dimensions de la pensée ». La philosophie permet, l'acte de philosophie permet d'avoir cette conversation ou cet échange. En informatique, on dirait quoi? Ça serait une sorte de mise à niveau, un partage, un web, les idées viennent, là. Un disque dur, un nuage, ça serait ça, un nuage de données, d'expériences, d'informations. Chaque personne qui prend part à une communauté de recherche philosophique, donc qui philosophent ensemble, partagent les différents points de vue et construisent le sens. Le sens ne se construit, et c'est la deuxième partie de la diapo, que par le fait qu'on problématise. S'il n'y a pas de problème, on ne va pas nécessairement toucher le sens. Ça va être un peu comme par hasard. Lippmann critique le système d'éducation de son époque, et si ça s'applique encore aujourd'hui, on pourrait le critiquer de la même manière. Vous pourrez voir si vous êtes d'accord avec Lippmann, mais il dit ce qu'on donne aux élèves, c'est les réponses aux questions, ce ne sont pas les questions. En sciences, on donne les réponses des grands scientifiques. Tout de suite, on va dire la gravité, c'est ça. Ça se mesure de cette façon-là. On ne problématise pas. Mais pourquoi? C'est une chose de dire, OK, comment ça fonctionne la gravité, mais ça pourrait être une autre chose de dire aussi une question philosophique qu'on va problématiser, mais pourquoi il y a de l'injustice? On peut dire, c'est quoi la justice? Un dictionnaire va vous nous répondre, la justice, c'est ça. Mais pourquoi il y a de la justice ou de l'injustice? Puis très jeune, un enfant peut répondre à la question parce que dès qu'il a vécu de l'injustice, il sait c'est quoi la justice. Et son expérience d'injustice n'est peut-être pas une expérience de justice pour quelqu'un d'autre. Mais le partage de la question pourquoi et du fait qu'on a problématisé, on a créé comme un problème à résoudre. En d'autres mots, il faut donner des problèmes à nos enfants. Il ne faut pas répondre à leur... Il faut pas régler leurs problèmes, il faut leur en donner. Mais des problèmes pour la pensée. Donc, qu'est-ce que ça implique, ce type d'éducation-là? Petit résumé rapide, là. On a Platon qui dit qu'il faut regarder, faut apprendre à chercher la vérité. Il faut chercher. Tu as Rousseau qui dit la vérité va être comme à l'intérieur de nous. Dewey qui dit oui, elle est à l'intérieur de nous parce que c'est le sens qu'on donne à la vie ou on donne à notre vécu. Et là, à la fin, tu as Lippmann qui dit si on la partage, c'est l'expérience d'éducation. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique l'ouverture sur le monde, les autres et soi-même. Petit enfant qui mange le hochet. Je sais pas, c'est-tu possible d'avoir l'autre image de la présentation sur cet écran-là? Non, non, voilà. J'oublie son nom, je pense que c'est Gilles Gagné qui expliquait, on peut revenir à ça. Donc, et Gilles Gagné expliquait, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant vient au monde? En fait, il répondait à la question « qu'est-ce qu'enseigner ?»
Puis il donnait cette image-là. Un enfant qui vient au monde, dès le départ, on va probablement prendre un objet, comme un hochet, un biberon, n'importe quoi, et on va éveiller l'enfant avec ça. On va faire des guili-guili, on va dire comme que c'est beau. On veut tellement qu'il prenne le toutou dans ses mains. Puis là, quand il le prend, on le félicite. En fait, qu'est-ce que symbolise le hochet? Le hochet marque une séparation entre la maman ou le papa, ou la personne qui en prend soin, mais on va dire la maman, et l'enfant. L'enfant, en naissant, il a un rapport direct, une connexion directe avec sa mère. Et là, la mère est en train de lui dire, il y a autre chose en dehors de moi. Le hochet représente l'univers, le monde, l'expérience de vie en dehors de la relation privilégiée maman-enfant. Et c'est ça le point de départ de l'éducation. Et c'est plus que le hochet que l'enfant apprend. C'est le rapport passionnel de la mère avec l'objet qu'elle veut lui présenter. Ça vaut la peine que tu t'attardes à ce hochet-là. Ça vaut la peine parce que ça va te procurer une grande joie. Est-ce qu'on présente nos matières scolaires comme un hochet à nos élèves? Parce que chaque matière scolaire est un regard sur le monde. C'est un regard sur la langue, les relations mathématiques, la composante physique, chimique, biologique, artistique, musicale. Et ça, ce sont tous des composantes de l'expérience humaine. C'est elles, les jumelles puis la grande sœur. Pas la poupée, là, mais... Un concept que j'ai appris à Edmundston avec Luc Vigneault, le professeur de philosophie, c'est le mot dialectique ou le concept de dialectique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la dialectique. Il y a le mot lectique, comme c'est pas vraiment dialogue, mais c'est que le rapport comme qui est circulaire. La relation dialectique, l'éducation sur le point de vue philosophique, qu'est-ce que c'est? C'est la relation entre le sujet et l'objet. Puis l'objet, ça peut être, le sujet, c'est le je. Le je pense, je fais une expérience, je vis, je. L'objet, c'est tout autre. La chaise, le gymnase, la musique, le bonheur, la paix. Ça peut même être, donc, l'environnement. Ça peut même être moi-même. C'est pour ça qu'en français, on a un je et un me. Parce que je peux me penser. Chaque apprentissage, chaque expérience éducative, une vraie expérience éducative, tu as un sujet qui rentre en relation avec un objet. Puis ou le monde, ou les autres, ou soi-même. C'est ce qu'on apprend, en tout cas, c'est ce qui découle des 4 philosophes dont je vous ai parlé. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Posez-vous la question quand vous êtes dans votre salle de classe, j'allais dire devant, mais avec vos élèves, parce qu'il n'y a plus nécessairement de devant puis de derrière dans une salle de classe. Vous êtes avec vos élèves ou vos enfants, si les parents. Et posez-vous la question, de quelle façon l'élève, l'enfant, le sujet devant moi, entre en relation? Est-ce que c'est une relation passive, une relation active? Est-ce qu'il est engagé? Les élèves que j'ai vus aujourd'hui, ils étaient dans une relation dialectique avec la réalité, big time, comme ils disent en latin moderne. Sujet, objet, et évidemment, on n'est plus la même personne après. Une expérience pédagogique ou une expérience éducative, fondamentalement, il y a le avant puis le après. On n'est plus la même personne. On est transformé, puis on peut quasiment mettre le doigt sur « Ah oui, ça m'a transformé ». Et quand on pense à cette relation-là, on est dans l'univers de la pensée critique. La pensée critique, c'est cette pensée autonome qui permet la synthèse du sujet avec l'objet, de l'individuel avec l'universel. Un exemple concret. Comment les enfants peuvent-ils connaître c'est quoi vieillir s'ils ne sont jamais en contact avec des personnes âgées?
C'est une réalité qu'ils vont ignorer. Il y aura deux solitudes. On vit une crise linguistique en Ontario, un peu la même chose en parallèle au Nouveau-Brunswick. Comment une population anglophone peut-elle comprendre ce que vive une population francophone en situation minoritaire s'il n'y a pas de point d'intersection? Si le sujet ne rentre pas en contact avec une expérience? Comment nos élèves peuvent-ils apprendre à penser d'une façon mathématique s'ils ne sont jamais appelés à penser d'une manière mathématique? Les matières scolaires, c'est comme un langage. C'est pas normal, après 12 ans de mathématiques intensives, qu'on n'est pas plus mathématicien dans notre esprit. Moi, ça me fascine à chaque fois que j'enseigne aux finissants en éducation, les 5e années, ils viennent de faire un stage de 4 mois, puis là, je leur demande, bien, ils sont où les maths quand on regarde autour de nous? Tu sais, on dit, il faut que ça serve à quoi? Mais ils sont où? Ben, encore cette semaine, un étudiant qui me disait, ben, on ne le réalise pas, mais par exemple, si on est en train de desserrer un couvercle ou un écrou sur un pneu, quand on change un pneu, puis qu'on met notre main sur la clé, puis on se rend compte que ça ne tourne pas, bien, instinctivement, puis plus qu'instinctivement, on va la mettre au bout. C'est de la physique, c'est une force de levier, mais c'est aussi mathématique. Mais comment ça se fait que le lien ne se fait pas? Bien, c'est parce qu'on n'a pas cette relation critique, comme de réflexion critique, dans la façon de l'apprendre. La pensée critique est une remise en question constante des certitudes et des normes qui figent l'individu et l'empêchent de produire du nouveau. Il y a le côté givré de la pensée critique, puis il y a le côté, c'était quoi l'expression? Le côté givré, puis le côté sérieux. Le côté sérieux, je dirais que c'est la partie où je vous ai parlé tantôt. C'est une pensée critique plus au niveau de la cognition. La pensée critique, celle-ci, le côté givré, en tout cas, vous pourriez inverser, mais moi je dis le côté givré parce que je trouve que c'est ça qui est comme le plus important, c'est la remise en question de soi comme penseur. Levez la main ceux qui voient la ballerine tourner du côté horaire, des aiguilles d'une montre. Levez la main ceux qui voient la ballerine tourner du côté anti-horaire. Avant que je pose la question, est-ce que vous croyez que tout le monde la voyait tourner du même côté? C'est incroyable. Là, vous êtes en remise en question. Oh, elle a changé. Non, vite, change de diapo, vite. C'est pas de la magie. Puis le lien que je fais avec la pensée critique n'est pas nécessairement lié à la science derrière cette illusion d'optique-là. La raison pour laquelle vous voyez l'illusion d'optique, scientifiquement, là, c'est parce que les couleurs sont noires, on ne voit pas bien l'aspect trois-dimensionnel, mais notre cerveau sait qu'il y a 3 dimensions, puis notre cerveau compense. Puis, vous avez peut-être déjà vu ça sur Facebook là, ou les médias sociaux. Ça n'a rien à voir. Ceux qui voient du côté horaire ne sont pas plus intelligents que ceux qui voient le côté anti-horaire. Je le sais. Ceux qui peuvent la faire changer de bord, par exemple, les autres, ils sont doués. Mais ce que je voulais provoquer, c'est ce moment. Ce que je voulais provoquer chez vous, c'était ce moment de remise en question. Oh, attends une minute, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il y en a la moitié, puis c'est à peu près moitié-moitié. Est-ce qu'il y en a qui voyaient qu'elle ne tournait pas? Il y en a à peu près la moitié, là, c'est intéressant de voir ça, il y avait à peu près la moitié qui voyait dans un sens ou dans l'autre. Mais donc, ce que je voulais provoquer, c'était justement cet effet-là. Ah, qu'est-ce que? Et dans le monde d'aujourd'hui, puis c'est là que je fais un petit peu le lien, je suppose que je regarde là pour regarder Roberto, puis Roberto n'est pas là pantoute. Il est là-bas. Donc, le lien avec voir l'éducation autrement sépare la pensée critique. Il n'y a rien de nouveau, malheureusement. Désolé pour le scoop, mais Platon, le premier, l'avait dit. C'est voir le monde autrement.
en utilisant la pensée critique. C'est de se poser la question, ouais, mais attends une minute. Comme dirait Rino Castonguay, je ne sais pas s'il y en a qui vous a enseigné, là, mais il disait, oui, mais oui, mais attends une minute. Est-ce que ce que je vois, ce que je pense, ce que je crois, c'est la bonne chose? Fake news, c'est un détour. C'est un couper les coins ronds. C'est plate, mais c'est quasiment de la lâcheté intellectuelle. C'est de dire, on va prendre la réponse facile. Faire preuve de pensée critique, malheureusement, ça demande de l'effort. Le psychologue français Olivier Houdet, en neuropsychologie, fait de la recherche avec la résonnerie l'image magnétique, résonance magnétique, IRM, l'imagerie à résonance magnétique, voilà. Et il est en train de voir s'opérer la pensée critique. On va essayer de trouver où c'est où dans le cerveau, comme ça on pourra mettre un bouton ou une connexion en Bluetooth. Là. Système heuristique, on aurait comme deux systèmes dans notre cerveau, système heuristique et commode. Puis vous allez voir, par exemple, lui-même il donne l'exemple, si vous dites à vos enfants, Mathieu a 25 billes, il en a 5 de plus que Bertin. Il y a bien des élèves en début de primaire, combien Bertin a-t-il de billes? Ils vont répondre 30. Parce que dans la phrase, il y a le mot « plus ». Habituellement, dès que tu vois « plus », tu additionnes. Piaget avait fait la même chose à peu près avec les séquences numériques. Donc, des billes, 1, 2, 3, 4, 5, puis là, tu en mets les mêmes 5, mais 1, 2, 3, 4, 5. Là, lequel en a le plus, lequel ensemble en a le plus, l'enfant va dire « c'est celui-là qui est le plus long ». Puis là, Piaget a dit « c'est parce que dans son cerveau, le développement n'est pas rendu à telle étape ». Houdet est en train de dire, Piaget a fait une erreur parce que l'enfant utilise son système heuristique. C'est bien commode là, de dire, ben oui, quand c'est plus long d'habitude. Puis en plus, on va représenter les unités, les dizaines en bande parce qu'on veut que ça soit facile à calculer. On ne va pas juste mettre un tas de billes, on va les mettre en bande. Puis même à ça, si je prends un tas de billes, puis je les mets, ou des jetons, puis je les mets sur une table, puis je mets un plus petit tas, notre système heuristique va dire, bien ça c'est le plus petit, puis ça c'est le plus grand. C'est commode dans la nature. Si je vous dis, le tas de terre que tu dois pelleter, c'est le plus petit des deux, parce que tu ne vas pas pelleter pour rien, tu vas savoir sans mesurer le tas de terre. Donc le système heuristique, c'est rapide. Mais c'est plus ou moins fiable parce que tu ne sais pas à quel point ton tas de terre est plus petit que l'autre. S'il faut que tu passes par la pensée réfléchie, logico-mathématique, le système algorithmique qui, lui, va te mettre en place une sorte d'algorithme là, qui va te dire, OK, la méthode d'enquête, la stratégie d'enquête, par exemple, je vais mettre une hypothèse, le plus gros tas de terre, ça devrait être celui dont la masse est la plus grande. Ah, bien là, tu le fais, puis tu te rends compte que c'est pas le même sol, puis là, la masse n'est pas le plus grande, ou c'est la masse ou le poids, je mélange les deux, là. Tirez-moi pas de tomate. Donc, ton algorithmique, tu vas mettre une hypothèse, tu vas vérifier ton hypothèse, puis là, tu vas arriver à la fin et tu vas dire, effectivement, c'est ce tas-là qui est le plus gros. Mais après ça, il y a un philosophe qui va dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire plus gros? Est-ce que c'est plus lourd ou le plus de volume? Puis là, ou un physicien. Puis là, tu vas devoir répondre à cette question-là. Mais ça prend du temps, ça. Ça prend de l'énergie, puis ça prend un savoir-faire. On peut pas, c'est pas inné. Ça prend des années à apprendre à nos enfants la méthode, le processus d'enquête. Donc lui, il dit, il y a un troisième système, et c'est là la pensée critique, le système d'inhibition. C'est lui qui dit, wow, minute. Ça interrompt le système heuristique pour activer celui des algorithmes. Donc, comment ça va au niveau du temps? Oh, ça fait comme 25, 15, 5, 15? OK, ça va bien, 15. Riez pas, vous autres, c'est-tu mes étudiants, ça? Pas d'éducation sans remise en question. Pas de réelle éducation sans remise en question. De soi. Puis là, on parle de remise en question, on ne parle pas de crise de quarantaine. Là. On ne cherche pas nécessairement le sens de sa vie. Crise d'éducation, remise en question, c'est juste, oh, t'as une minute, est-ce que mes sens me trompent? Est-ce que mon premier jugement me trompe? Est-ce que ma première idée qui me vient en tête est la bonne? Il n'y a pas d'éducation sans étonnement, parce que s'il n'y a pas d'étonnement,
Si je prends une brique, je la cogne, là, toc, 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 puis je fais comme ça, puis ça monte au plafond, ça va vous étonner. Et là, vous allez dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le point de départ, c'est un point de départ. Émerveillement. Ah, mais comme c'est fascinant, qu'est-ce qui se passe? Regardez n'importe quel astronaute, puis les autres, je pense, c'est toujours l'émerveillement qui est le moteur de la pensée critique. Pas de pensée critique sans curiosité. Un enfant va répéter 1001 fois. Mon premier souvenir de ma plus vieille, que j'étais certain qu'elle était en train de faire une expérience là, consciente. Elle était assise, je suis pour moi certain qu'elle ne marchait pas encore, puis elle avait des petits blocs aimantés. Elle les mettait, là ça tombait. Elle la mettait, jusqu'à temps qu'elle réussisse à mettre les 4. Je suis certain que dans sa tête, il y avait de la curiosité, puis qu'elle se demandait comment ça marchait, puis elle développait son savoir-faire et d'autres connaissances. Il n'y a pas d'éducation, et je pourrais dire qu'il n'y a pas de pensée critique. C'est comme la même chose, à mon avis. Il n'y a pas d'éducation sans la volonté de changer. Sans la volonté de changer le monde. Parce que si on se dit, ah, l'environnement, ça ne va pas bien, les océans polluent, sont pollués plutôt, nous, on a des habitudes de transport qui créent des gaz à effet de serre, c'est parce qu'on veut changer la situation qu'on va vouloir apprendre, on va vouloir comprendre ce qui se passe. La compagnie Tesla, par exemple, sont en train de révolutionner l'industrie de la batterie. Comment on conserve cette énergie-là pour la mettre dans notre poche puis pour l'emporter? Et ça va avoir un impact sur nos appareils intelligents, puis je pense que ça a déjà des impacts sur nos appareils intelligents. La conquête spatiale a probablement eu un impact énorme sur notre vie au quotidien. Parlez-en à vos maris ou vos frères, ou un homme n'a jamais assez de drill. La drill a été inventée pour l'exploration spatiale, parce que quand tu es dans l'espace, action-réaction, si tu fais comme ça sur un écrou, ton corps va faire comme ça lui aussi. Fait qu'il fallait inventer quelque chose. Volonté de changer. On ne peut pas juste faire des écrous comme avant, volonté de changer. Mais il y a aussi volonté de changer soi-même. Et ça, c'est la partie probablement la plus difficile. Parce qu'on est comme pris avec notre propre vie. La personne qui peut vivre notre vie, ne peut pas faire d'expérience à ma place. Okay, peux-tu prendre ma vie juste 2 minutes et me dire qu'est-ce qui ne marche pas? On peut dire ça à notre garagiste. Peux-tu prendre mon auto 2 minutes, va conduire, puis dis-moi, il me semble qu'il y a un bruit qui fait toc, toc, toc. Par rapport à notre propre vie, on peut aller voir notre médecin, notre psychologue, ça fait toc, toc, toc. Mais si ça appelle le changement, ouf, ça commence à être difficile, mais ça suppose effectivement une forme d'éducation. Et là, on retourne à Socrate, qui était le premier ou le père philosophe de Platon, qui disait une vie sans examen, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est-à-dire que si on ne se remet pas en question, on est appelé à toujours répéter les mêmes erreurs. Il y a une fausse, on attribue à Einstein d'avoir dit il n'y a rien de plus. On ne peut pas espérer un changement, ou on ne peut pas espérer quelque chose de mieux en faisant la même chose. Donc, on retourne à Socrate. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue parce que s'il n'y a pas cette remise en question-là, on est condamné à toujours répéter les mêmes erreurs. Quelques mots rapides sur l'éducation à la citoyenneté. En 2009, j'ai soutenu une thèse de doctorat en philosophie qui montrait que, du point de vue philosophique, il faudrait que je le démontre de façon empirique, mais du point de vue philosophique, éduquer à la citoyenneté puis développer la pensée critique, c'est comme la même chose. Comment voulez-vous régler les problèmes ou les enjeux, on ne va pas dire des problèmes, les enjeux mondiaux sans être impliqué dès la maternelle, puis même avant, dans un processus de changement social? On met beaucoup l'effort sur plein de choses en éducation, mais je pense qu'on devrait peut-être commencer par l'action citoyenne. On met beaucoup l'accent sur le développement de la personne, on met beaucoup l'accent sur le développement de compétences, mais on oublie que les deux, on est là où on est
à cause de notre citoyenneté, à cause de notre organisation politique. Puis quand je dis politique, ce n'est pas nécessairement partisan, là. Quand je dis politique, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble dans nos communautés. Il y a un problème de calvette dans un DSL, les gens alentours se mobilisent, appellent le ministère des Transports, leurs députés locaux. Oui, c'est une mobilisation citoyenne. Bon, il n'y a pas de partisanerie non plus, mais il règle un enjeu commun. Comment on peut penser et changer le monde sans développer cet esprit citoyen chez les élèves? Sur le plan individu de l'individu, l'équité homme-femme a inévitablement passé par une action citoyenne. Il a fallu que des hommes et des femmes politiques et non politiques, partisans et non partisans, décident ensemble de mettre des lois pour empêcher l'iniquité, pour encourager l'équité. Sur le plan de la reconnaissance de l'identité de genre ou l'identité sexuelle, le mariage homosexuel, par exemple, il a fallu qu'à un moment donné, on se rende à la législation, dans les lois, pour permettre le mariage homosexuel. Et tout de suite, on est en train d'avoir une grande révolution MeToo. Et il n'y a rien de plus personnel qu'une agression et un mal-être de l'agresseur, mais c'est en tant que citoyen qu'on trouve des solutions, que ce soit avoir des ressources, de l'argent pour des programmes et des programmes d'éducation pour améliorer la situation individuelle. Mais au niveau des compétences, si ce n'était pas des lois et de la législation et de l'organisation citoyenne, on serait en fait... il y aurait encore probablement de l'abus au niveau du travail. On ne serait pas à des semaines de 35-40 heures. On n'aurait pas un salaire minimum qui est encore pas adéquat, mais qui est quand même un salaire minimum qui permet de vivre un peu, au moins. Mais ça passe par ça passe par notre dimension citoyenne. Et dès l'école, on peut se poser la question: quelle expérience citoyenne nos élèves vivent-ils à l'école? Je suis très rassuré, à Claire, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, parce que c'est une expérience citoyenne. C'est prendre une place, c'est dire on existe, on joue de la musique, on prend la parole. On a, il me semble qu'il y avait une activité il y a une collecte de fonds aussi, il me semble que j'ai entendu. C'est toutes des activités, c'est toutes des dimensions citoyennes. Et l'éducation à la citoyenneté, dans le fond, c'est d'être capable de juger à neuf des enjeux liés au vivre ensemble. Les enjeux que les enfants vivent, c'est la première fois qu'eux les vivent. Et peut-être qu'ils arriveront, eux, avec des solutions que nous, comme adultes, on n'a pas pensées. Et ça m'amène, je vais sauter cette dimension-là. Ouais, OK. Ouf. Ça m'amène à ceci. Ah, OK. C'est plus complexe que je pensais. J'avais oublié que j'avais tout mis des animations. Ça m'amène à ceci par rapport à cette éducation citoyenne, mais l'éducation en général, en fait, qui demande beaucoup plus l'apprentissage d'habilités. On parle beaucoup de connaissances, mais je pense qu'il faut, et c'est peut-être là que je voulais amener à voir l'éducation autrement, les habiletés et attitudes sont ce qu'on devrait travailler le plus avec nos élèves. J'ai fait une petite recherche rapide, une petite recherche, pas beaucoup d'envergure, sur la compréhension en lecture avec les élèves du primaire. Et on travaille beaucoup au Nouveau-Brunswick sur 3 habiletés. Identifier l'information, les élèves sont super bons. Quand ça commence à faire des inférences, là, ça commence à être compliqué. Puis quand on commence à faire de réaction, des questions de réaction, là, on ne sait plus en fait si les élèves réagissent bien ou on ne sait plus, nous, comme enseignants, si on évalue bien. Mais on oublie que faire des inférences, qui est dans la colonne de habileté à raisonner, ça implique d'autres habiletés. Et la façon d'enseigner la compréhension en lecture, par exemple,
Souvent, on va donner un texte, puis là, on va donner différentes stratégies, mais hey, c'est pas évident d'utiliser une stratégie quand il faut à la fois décoder le mot, décoder la phrase, puis après ça, il faut que j'utilise la stratégie, il faut que je cherche identifier laquelle bonne stratégie qui va me permettre de comprendre le texte. Pas nécessairement évident. Mais ça suppose des habiletés particulières qui sont, dans le fond, quand on porte notre attention sur ces habiletés-là, on parle de développer la pensée critique. Raisonner de manière déductive, inductive, faire des analogies. Faire des analogies, là, en mathématiques, A est à B, ce que C est à D. Un chaton est au chat, ce que le chiot est au chien. C'est une comparaison de comparaison. C'est complexe, parce que là, c'est facile, là. Mais des fois, on va dire, la glace est lisse comme un miroir. Est-ce que c'est une analogie? Évaluer des raisons, des habiletés à rechercher, conceptualiser et traduire. Rechercher, savoir, observer, décrire. Décrire, c'est pas évident. Pour demander à un enfant de décrire une pomme, juste ça, dépendamment du niveau, c'est complexe. Mais après ça, s'il ne le fait pas, par exemple, si on ne met pas l'accent sur cette habileté-là, c'est difficile après de lui demander d'interpréter, de faire une compréhension en lecture ou de faire une résolution de problème en mathématiques qui est encore plus complexe, qui est un complexe de complexité. Et conceptualiser, définir. J'aurais dû commencer comme je commence mon cours de fondement, j'aurais dû vous demander, c'est quoi l'éducation? Il y a Saint-Augustin qui dit à propos du temps, le temps, je sais c'est quoi, dès qu'on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. C'est quoi l'éducation? Bien, définir, c'est pas simple. Et pourtant, quand on fait des compréhensions lecture, mais développer tout ça, ça suppose une pensée critique. Un mot en terminant sur le numérique à des fins éducatives, en termes de potentiel pour développer la pensée critique, en termes de potentiel pour l'éducation en citoyenneté, il n'y a pas plus citoyen que la personne avec qui je suis en train d'échanger sur Internet. Il n'y a pas plus expérience dialectique que de transformer ma réalité avec l'aide des technologies, la robotique par exemple. C'est de voir, c'est des occasions de voir la réalité de façon différente et qui permettent de découvrir le sens de notre expérience, tout en développant des habiletés et des attitudes. Je termine avec la citation d'Hannah Arendt. C'est par l'éducation que nous décidons, il manque un mot, si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Je reviens avec mon grand-père Antonio. Éduquer, c'est donner nos meilleures terres. C'est donner le meilleur de nous-mêmes dans cette expérience d'éducation, d'amener l'élève à vivre l'expérience du monde. Et c'est ce don-là, que je suis sûr que vous faites déjà, qui va sauver le monde. Ben oui. Donc, j'ai Denis, Nelson qui ont des micros, qui vont se promener dans la salle. Si vous avez des questions pour Mathieu, vous êtes les bienvenus. On a le temps pour quelques questions. Cette partie-là, je ne savais pas, par exemple. Ça faisait pas partie du contrat. C'était clair. Oh, quel jeu de mots. On a passé à ça sans avoir une question. De le dire, de m'avertir. Un premier ou une première volontaire? Personne? Vraiment? Je peux vous en poser, moi? Vas-y donc. Il peut y avoir des réactions, oui, c'est vrai. Oui, réactions, commentaires, si ce n'est pas des questions, allez-y. C'est ça, c'était clair. J'ai une question qui est indirectement en lien avec la présentation. J'espère que ça va briser la glace pour les autres, leur laisser le temps de réfléchir un peu à ça. Mais dans un contexte comme ça, où on veut mettre en branle une approche où
on amène les élèves à participer, à découvrir tout ça. Comment susciter la motivation? La question, c'est faut probablement? Ah, comment susciter la motivation? Oh, ben, parce que tu présupposes, je vais faire un philosophe, je vais relancer la question, c'est parce que tu présupposes qu'il n'y a pas de motivation. Bien, je vais répondre avec l'idée du programme de philosophie pour enfants de Mathieu Lipman. Mathieu Lipman, le point de départ de la philo, c'est un texte. Puis là, vous pourrez faire les parallèles avec les autres matières. Bien, c'est la lecture d'un texte. Sauf qu'à la différence d'une compréhension en lecture, par exemple, là, vous allez dire il y en a contre les compréhensions en lecture, à la différence avec les compréhensions en lecture, c'est que le but de lire le texte n'est pas de voir si l'élève a compris le texte. C'est de partir du texte, à partir de l'expérience que l'élève va ressortir de ce texte-là. La première question qu'on pose aux enfants quand on fait de la philo, c'est qu'est-ce qui a attiré votre attention dans le texte? Puis, un élève va répondre quelque chose comme c'est drôle, elle a plusieurs prénoms. Pourquoi on a juste un prénom? Pourquoi on a un nom? Tu vois, c'est ça, au niveau de la motivation, c'est là que le lien que je fais, c'est qu'on part des intérêts de l'élève. On part de ce qui attire son attention. Les enfants, même sur les tablettes, on reproche souvent aux enfants d'être toujours sur leur tablette, mais il y a toujours cet élément-là de motivation, il y a quelque chose qui les intéresse. Pourquoi ils écoutent des chaînes YouTube, des jeunes, d'autres, des fois c'est des jeunes adultes qui sont en train de jouer à Minecraft ou à Roblox ou je ne sais pas trop quoi, là. Pourquoi ça attire leur attention? Il y a quelque chose qui les intéresse. Fait que des fois, c'est de partir de cette dimension-là. Bien, qu'est-ce qui t'intéresse? Puis des fois, c'est pas clair. Hein? Des fois, c'est vraiment pas clair pour les enfants eux-mêmes, ce qui les intéresse. Puis il y a comme un fil conducteur qui apparaît, puis des fois, on revoit quelqu'un bien plus tard. Ça m'arrive, même après 5 ans de bac, là, je les revois peut-être 5 ans plus tard, puis « Ah, tu es rendu procureur de la couronne. Tu as fini un bac en éducation, tu es rendu procureur. » Mais sais-tu, ça ne m'étonne pas, pas en tout. Parce que tu avais cet intérêt-là. Fait que, des fois, c'est ça notre rôle aussi de trouver l'intérêt. Mais comment tu le... C'est ça. Rousseau dirait, il faut que tu regardes l'enfant. La réponse est là. C'est simple, là, mais c'est plate de même. C'est là que ça ne peut pas être autrement. Nous avons le temps pour une dernière question, dernier commentaire. Puis pendant que vous levez pour y aller, là, je rajouterais que ça prend aussi toute une communauté école qui abonde dans le même sens. Le journaliste hier m'a posé une question, je ne sais pas si vous avez lu l'Acadie Nouvelle, il dit je me souviens plus trop, là, mais tu veux changer le monde, comment tu fais ça? Tu veux dire, c'est bizarre. Mais je dis, ouais, mais c'est ça qui se passe comme dans des écoles comme à Claire ou à Saint-André, par exemple, de Madawaska, où c'est là que la première école entrepreneuriale. C'est toute une communauté qui s'est dit, je pense que c'est Alain Poitras qui était directeur à l'époque, qui a dit, oh, tant de minutes, là. Qu'est-ce qui nous rejoint, nous autres? Qu'est-ce qui nous ressemble comme communauté? Ici, Roberto, tu as mis le doigt sur la technopédagogie, puis tu as toute une communauté. Si les enseignants n'embarquent pas, là, ça ne va pas nulle part. Puis si les parents n'embarquent pas, mais là, si tu as les parents, les enseignants et la direction qui embarquent, ce que vous voulez que les élèves fassent, ils vont être motivés. Puis c'est la même chose à la maison. Hein? Des parents heureux vont faire des enfants heureux. Des parents qui lisent vont faire des enfants qui lisent. Il faut être modèle. La prochaine question? Sur ça, on va terminer. T'en avais pas, toi? Non, je veux juste terminer en disant 100. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'éducation sans. Oui, c'est ça. C'est un peu le résumé. Je pense que c'est aussi simple que ça. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Plaisir. Et puis, merci. Au nom du comité, je te remets un petit cadeau. Merci. Merci, Mathieu. C'était exactement dans ma zone proximale de développement. C'était pas trop compliqué, mais c'était pas trop facile. Et puis, ce que j'ai retenu, c'est que Platon avait prédit Claire 2019, voire autrement. Donc, on est en business. Excellent. Merci.